Cheikh, il y a un autre livre, Tahlil Mujaz li Usul al-Fiqh al-Maliki. Oui, celui-là, c'est toujours dans cette optique d'actualisation. Pourquoi? Parce que nous étions sous la pression d'avoir le plus rapidement possible des manuels. Parce que quand je sollicite quelqu'un pour enseigner dans notre programme, il regarde le programme, il dit écoute, moi je pourrais enseigner à la traditionnelle. Donc si vous voulez que je m'inscrive dans votre programme, donnez-moi le manuel. C'était ça le défi de toujours. Alors j'étais obligé de faire des choses qui n'étaient pas dans mon programme. Entre autres, c'est celui-ci. Alors, mais c'était pas difficile parce que du coup, j'ai pas été obligé de refaire un livre. J'ai tout juste repris un cours que j'ai fait pendant une année. La première année, en 2011, l'année 2011, début 2012. C'est un cours que j'ai fait, cours de fondement de jurisprudence malikite. C'était un cours pour un niveau assez élevé. Il y avait au début 14 personnes inscrites, tous des licenciés. Par la suite, le groupe a marché avec une dizaine. C'était un groupe privé. Et donc c'est un cours où je me permettais de déterminer les limites de toute chose. C'est pour cela que j'ai pas eu besoin d'un grand travail par la suite. Donc j'ai rassemblé ça dans ce livre et là j'ai présenté à la fois l'avis de l'imam Malik d'une façon objective, c'est-à-dire je devais surtout chasser les fausses idées qu'on s'est fait de l'imam Malik à partir des lectures omeyyades de malikisme. Parce que le malikisme a été instrumentalisé en Andalousie une bonne période à l'époque omeyyade. Ils ont voulu faire du malikisme quelque chose contre le hanafisme qui lui a été instrumentalisé en Occident par les Abbassides. Et pour l'instrumentaliser, ils ont raconté d'après l'imam Malik des choses qu'il n'a jamais fait, telles qu'il était contre Ahlul Bayt par exemple. De ce fait, je me suis trouvé devant des chiites c'était ça l'original, des chiites tunisiens, parce que j'étais aussi surpris de voir une grande partie de l'élite tunisienne chiisée en mon absence, en 20 ans. Alors, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux, toi, tu te propages le malikisme, c'est un Nasibi, Malik. À ce point, Nasibi, c'est-à-dire un ennemi de Ahlul Bayt. J'étais scandalisé pour ça. Mais depuis quand cette idée a-t-elle droit de citer dans notre pays? Bien sûr, en 20 ans de mon absence, en 20 ans d'occultation de la prédication saine et en 20 ans de prédication souterraine de mauvaise foi. On est arrivé à dire ça. Alors, j'étais obligé de montrer que, contrairement à ce que disent certains Omeyyades, Malik était le plus fidèle même à la ligne de la famille du prophète, et que finalement, c'est lui l'héritier légitime de la science du prophète et de sa famille. Il n'y a pas une science que la famille du prophète a conservée à l'extérieur de la Médine. Leur science, c'est la science médinoise. Et si maintenant on trouve une différence entre ceux qui se réclament de Ahlul Bayt et les Médinois, c'est parce que ces gens-là qui se réclament de Ahlul Bayt, non pas à juste titre, mais injustement, ils se sont déviés parce qu'ils étaient hors de Médine. Leur évolution a été faite en Irak, en Iran, loin de la Médine, donc ils se sont déviés au fil des siècles. Mais la voie de Ahlul Bayt originale, c'est la voie de l'imam Malik. Et c'était le défi, le grand défi de ce livre, et c'est ce que j'ai démontré. Donc, avant tout, je voulais démontrer ça. Par la suite, j'ai exposé les fondements de la jurisprudence chez l'imam Malik, et surtout, j'ai parlé de la grande polémique qu'il avait opposée au premier dissident de l'école médinoise, qui était Layth ibn Sa'd. C'est le premier dissident de l'histoire. Parce qu'au début, il a fait ses études à la Médine, comme tous les savants. Mais lui, et par la suite, lorsqu'il est parti en Égypte, il a cru que
La tradition médinoise ne peut pas avoir la légitimité et la priorité sur les autres hadiths qui circulent en dehors de Médine. Et c'était là un grand point de discorde entre lui et les Médinois, et l'imam Malik lui a envoyé des correspondances pour le blâmer sur ça. Et cette correspondance, j'ai essayé de prendre des passages de cette correspondance même, et je l'ai inclus dans ce livre. Donc, pour parfaire l'argumentation sur ceux qui croient que on peut à la fois être malikite et se référer au livre de hadith pour prendre des fatwas, alors que la tradition médinoise prime sur les hadiths, selon le système malikite médinois original. Donc, ce n'est pas du tout une école juridique basée sur les récits des hadiths, mais sur la sunna certaine qui est représentée par la tradition médinoise. Parce que qui dit tradition médinoise, il dit la sunna certaine. Alors que la sunna orale, qui est transmise oralement, elle n'est pas certaine. Ce qui est certain, c'est la sunna qui est transmise pratiquement, répétée génération après génération. Et alors là, c'est un grand sujet de polémique qui a constitué le premier point pour lequel l'Ibn Sa'd s'est séparé du corps médinois. Et par la suite, l'imam Shafi'i, quand il s'est installé en Égypte, il a été influencé par cette idée-là. Et c'est pour cela que on a commencé à avoir des différences entre les Shafi'ites et les Malikites. Au départ, l'imam Shafi'i était l'élève de Malik. C'est comme ça que les choses ont commencé à se différencier, c'est-à-dire par rapport à cet héritage médinois. Et c'est l'essentiel de l'objet de ce livre-là. C'est pour cela qu'il constitue une étape fondamentale dans l'enseignement de notre programme dans le CAS, le Centre académique Zaytounien.